allemand Karl Schmitt une référence très très explicite et assez longue à Libertalia, qui est la création d'une île pirate par des pirates et libertaires, qui est totalement inspirée de ce livre. Alors, qu'est-ce que raconte ce livre? Il raconte l'histoire des pirates. Il raconte l'histoire des pirates entre les années, vous savez, 1620, 1720, presque un siècle. C'est un fait politique extrêmement important. Qu'est-ce que c'est que ces pirates? Ces pirates, dans ma famille, donc, étaient aussi des pirates, différents types de pirates. Ce sont des équipages qui sont mutinent et qui joignent des lieux de piraterie. Voilà, qui joignent des lieux de piraterie. Et ça pose deux questions. Qui sont ces pirates et qu'est-ce qu'ils font? Alors, qui sont ces pirates? Je pense qu'on peut voir trois types de pirates assez différents. Il y a d'abord les marins. Bon, les marins du XVIIe siècle, du début du XVIIIe, c'est l'extrême pauvreté, l'extrême violence faite à ces des pauvres anciens paysans. Intéressez-vous à la façon dont on a traité ce week-end prolétariat de l'époque. C'est tout à fait surprenant et intéressant. Ce qui veut dire que c'est une jacquerie, la piraterie d'abord. Ensuite, il y a un deuxième type de personnages dans ces pirates. Il y a souvent des officiers, des aristocrates, parfois protestants, souvent protestants, qui vont, au fond, joindre ces insurrections parce que leur rêve à eux, c'est une liberté religieuse. C'est les dissenters. Alors c'est très important parce que ces dissenters qui vont joindre la piraterie, d'autres vont partir aux États-Unis, vont faire naître quand même la démocratie américaine. Il se trouve que William Defoe faisait partie de ces dissenters. Donc il y a ce contenu de la liberté politique chez les pirates. Et puis rappelez-vous, pirates qu'on voit au cinéma, c'est aussi un open prolétariat mondial, c'est-à-dire que vous avez des métis, des morts, toutes sortes d'origines nationales, de langues, de couleurs qui se joignent pour ces insurrections populaires. Voilà, ça c'est les trois composantes de l'insurrection pirate. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les pirates? Ils vont créer des sociétés politiques qui ne seront pas utopiques seulement. Des sociétés politiques, pourquoi? Parce qu'ils vont organiser leurs rapports sur les bateaux avec des chartes. Et parfois, lorsqu'ils vont créer des établissements comme Libertalia, ils vont écrire des constitutions. Eh bien, quelles sont ces chartes? Quelles sont ces constitutions? Qu'ont-ils inventé ces pirates qui ont été à une époque si nombreuse que leurs marins étaient presque équivalents à l'équivalent de la plus grande des puissances navales de l'époque, la puissance anglaise au monde? Ce n'est pas un fait anodin. Ils organisaient leurs relations sous une base égalitaire. D'abord, absence de distinction homme-femme, absence de distinction entre les races, et aussi, d'une certaine façon, absence de distinction de classe. Certes, il existait un capitaine avec un second, mais le capitaine avait, c'est très important, n'avait de pouvoir différencier selon les moments et les actions. Par exemple, n'importe qui pouvait aller à sa table, coucher dans son lit, lui dire « Capitaine, lève-toi, je peux dormir là ». Et il avait droit, en général, à une part identique, ou simplement le double de part de matelot lors du partage des biens. En revanche, lors de l'attaque, lui seul commandait. Partage du pouvoir en fonction des moments et des fonctions. C'est quand même assez surprenant. Et à terre, lorsqu'ils vont créer, comme Libertalia, lorsque le GNU français, d'ailleurs, mission, crée Libertalia sur les côtes de Madagascar, et bien, il va créer des sociétés qui vont durer presque 4 ans, c'est 1704, 1707, je crois, c'est pas trop, avec une constitution, avec des rapports aussi avec les sociétés indigènes locales. Bon, ça se termine à la fin, ils sont exterminés par les indigènes locaux, mais il reste que là, on a une véritable société politique. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça, au fond?
qu'il y a un autre livre qui, lui, est je pense le plus important de cette pensée ultra-contemporaine, c'est le livre de Hakim Bey. Alors, qui a déjà entendu parler de ce Taz de Hakim Bey? Ceux qui l'ont fait ont levé la main. Personne. Alors, qui est Hakim Bey? C'est quand même assez intéressant. Hakim Bey, c'est bien évidemment Peter Lambon Wilson. Hakim Bey, c'est un faux nom, c'est-à-dire le sage, le juge, qui va écrire un livre qui s'appelle Taz, je veux dire en fait Temporary Autonomous Zone, une zone temporaire d'autonomie, qu'il définit au fond comme un espace pirate. Les Taz sont des lieux autonomes qui ne peuvent au fond être définis. C'est un lieu au fond sans définition, c'est simplement un lieu temporaire de communauté qui s'inspire clairement des utopies pirates du XVIIe et XVIIIe siècle, mais en utilisant, en actualisant dans le monde réel aujourd'hui, dans nos pratiques sociales, et notamment nos pratiques qui sont celles notamment de l'Internet et de monde un peu plus fluide où nous sommes. Alors, les pratiques des Taz sont très diverses, ça peut être des pratiques, ça c'est le festival annuel aux États-Unis de Burning Man, on brûle un homme, mais en fait c'est une incroyable fête qui est organisée par une constitution. Il y a 10 règles d'organiser la constitution, qui promeut une auto-organisation, une fin des classifications sociales, culturelles, imaginaires. Ce n'est pas donc une société anarchique du tout. Ça peut aussi inspirer des partis politiques, car je vous rappelle, bien évidemment, qu'il existe un parti pirate. Qui a entendu parler du parti pirate? Oui, le parti pirate. Là, je vous ai donné des images du parti pirate qui s'inspire très explicitement du livre de Hakim Bey, qui s'inspire très explicitement du livre du capitaine Johnson, pour actualiser une pensée où ce qui est important pour eux, c'est la privacy. Qu'est-ce que vous faites nu? Mais ça ne m'intéresse que vous. L'État n'a pas, au fond, à en savoir, à venir voir. Donc c'est un petit peu la base de leur revendication. Qu'est-ce que vous faites sur le net? Mais c'est de la privacy, c'est un mode d'organisation politique qui n'intéresse pas l'État, défendons-le, cet espace de liberté. Bon, c'est les deux grandes revendications des partis pirates. Il y a les élus, donc, en Suède, les élus en Allemagne, et il y a un petit parti pirate français. Voilà. On a donc quelque chose là qui me semble tout à fait intéressant, car les images des partis pirates sont très, très nombreuses. Vous avez évoqué tout à l'heure le mouvement Anonymous. Anonymous, c'est un mouvement qui est justement revendiqué par le masque. Le masque, en fait, c'est celui de Guy Fawkes. C'est celui de ce dissenteur anglais qui, en 1605, organise une insurrection des poudres, et en hommage, chaque année, on brûle son effigie. Burning Man. Anonymous, on dit que c'est la première conscience politique abstraite du net, et on ne sait trop qui, on ne sait trop comment, elle s'auto-organise, propose des tests et des actions politiques. Et à dire vrai, on va le retrouver un petit peu partout. Par exemple, dans le mouvement de Occupy Wall Street, octobre 2011, je vous rappelle que la planète entière, quand même, a été agitée par des mouvements d'occupation. Rome, 200 000 personnes. 70 villes, rien qu'aux États-Unis, toute l'Europe, tout le monde entier a été occupé par des discours qui s'inspiraient, je n'ai pas lu, mais des utopies pirates. Parfois, j'ai retrouvé les mots des pirates dans la bouche de Occupy Wall Street, dans les bouches de Anonymous. Alors, il y a bien évidemment les ZAD. Les ZAD, qu'est-ce que c'est que les ZAD? Bien évidemment, c'est deux choses. C'est bien évidemment ces zones d'aménagement
urbaine, les terminologies de l'urbanisme, renversées par des pirates en hommage à Aquilmet, Taz, pour en faire des zones à défendre. Occupation pirate de lieux physiques pour se réapproprier un lieu politique et pour dire, mais attendez, tous ces grands projets absurdes décidés par une représentation politique qui est complètement décrédibilisée parce que pas réelle, pas avec nous, on est là dans l'utopie pirate qui se diffuse dans le monde. Et il y a même un festival annuel des taseurs pirates, zadistes, qui organise un festival mondial des grands projets stupides, des grands projets publics stupides. Voilà, ça c'était la première édition, je crois que c'était au Portugal. Alors, où est-ce que je voudrais en venir? Je voudrais en venir à cette occupation de la terre et ces discours des pirates sont des discours qui vont reprendre aujourd'hui les discours des Indiens. Tiens, comme au fond, Robinson reprenait aussi les discours des Indiens. Et notre président de Bolivie, qui introduit dans sa constitution, qui est à l'origine d'une déclaration sur les droits de la planète, qui promeut un certain nombre de concepts indiens où les Indiens ont un droit à la terre, un droit sur la terre, car ils sont aussi la terre où les collectivités traditionnelles, quel que soit leur mode d'organisation, ont une légitimité pour être représentées, pour dire avec les modes plus organisés de leur représentation politique. Donc cet Indien de Robinson Crusoe est aussi au cœur de ces grands discours de ces pirates contemporains. Alors, est-ce que c'est au fond très étonnant? Est-ce que c'est très étonnant? Je voulais faire un petit peu de droit indien. Ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que ces discours des pirates, ces discours indiens, constituent le droit international public actuel. Je ne vais pas commenter les discours de la Cour interopéenne des droits de l'homme, je ne vais pas commenter un certain nombre de décisions. L'introduction de ces discours pirates indiens dans le droit international public, voilà une actualité intéressante. Mais ce qui me semble le plus intéressant peut-être, c'est que aujourd'hui, je peux vous dévoiler simplement le mystère de tout cela, c'est que ce livre de Daniel Defoe, ce livre, donc Robinson Crusoe, eh bien, vous savez bien que ce n'est pas Robinson Crusoe qui l'a écrit, c'est Daniel Defoe. Mais depuis 1980, nous savons que le livre du capitaine Johnson sur l'histoire des pirates n'a pas été écrit par le capitaine Johnson, qui n'a jamais existé. Il a été écrit par Daniel Defoe. Autrement dit, l'une des utopies du politique les plus importantes, c'est l'histoire d'un bateau pirate inventé par un auteur dans lequel s'est embarqué toute une partie de la modernité politique. Politique et romance sont aujourd'hui clairement assumés et la dimension imaginaire, cette ultramodernité, est clairement revendiquée par moi-même. Alors pour terminer, j'évoquerai d'autres pirates. J'ai été moi pirate, j'ai travaillé en Afrique pour l'Union européenne, à ces grands, au fond, contrats internationaux qui sont des contrats de pirates, des sociétés transnationales qui, avec des États, font comme les pirates des constitutions où ils empruntent des éléments différents. Les sociétés de pirates traditionnelles ont emprunté à la gestion communale des biens communaux européens par les paysans, ce caractère d'auto-organisation. Bon, il y a de l'auto-organisation dans ces grands contrats internationaux. Donc j'avais essayé, lorsque j'étais venu très gentiment invité par Pascal à la fois, de montrer que, au fond, ces formes du politique du transnational actuel n'étaient pas redevables, ne pouvaient pas être pensées par nos catégories traditionnelles de la pensée. J'avais utilisé le mode du percept pour faire plus simple, montrer comment nos schémas de grands contrats internationaux pouvaient être visualisés par une pensée géométrique stupidement triangulaire qui représente la pensée kelsenienne. J'avais bien montré que les juristes essaient de le penser avec une façon de bouleverser cette représentation triangulaire
du monde du droit. Hein, ça, c'est la Lex Mercatoriale. Vous voyez, au fond, comment ces marchands organisent le droit en faisant bousculer les petits triangles, c'est-à-dire les petites pyramides kelseniennes. Au fond, l'école de Dijon nous montrait qu'il fallait concevoir autrement ces phénomènes normatifs et politiques contemporains. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y avait une identité entre pensée politique et pensée, tout simplement, et que la transformation de la science montrait que les modes de raison, au fond, n'étaient plus réductibles à une seule loi, mais une pluralité de lois qui sont les espaces, le temps, la vitesse, pouvaient coexister. Alors j'avais suggéré une pensée qui était celle, au fond, là c'est le percept, c'est évidemment celle des nymphéas, une pensée sans véritablement fondement, puisque les nymphéas flottent dans l'eau, et c'est une pensée finalement du rhizome. Vous voyez que les grands contrats sont les phénomènes pirates, sont des phénomènes qui flottent, comme les nymphéas flottent dans l'eau. Et au fond, j'avais essayé de montrer que les phénomènes pirates ou les grands contrats, les nouvelles formes du droit, étaient très très proches de ce percept qui est celui de Bonaventure, de ce fait social, fait d'entrelacs, de petits rapports, de nœuds entre personnes, entre choses, et qui visuellement, percept, permet de mieux comprendre ce qu'est le phénomène du droit contemporain que notre vieille pyramide. Et donc, on en revient à notre point de départ, c'est-à-dire Merleau-Ponty qui nous dit habiter le monde pour une science serait, nous dit-il, faire de la science, et donc du droit, comme a fait la peinture notamment française. Il nous dit au fond, regardez Cézanne lorsqu'il peint la montagne Sainte-Victoire, ce qui est clair, c'est qu'un mode de représentation géométrique du monde est disparu, il n'y a plus un dessin, une représentation qui est ensuite peinte. Il y a le corps même du peintre, la personne, le sujet que l'on voit dans le trait et qui s'insère dans le trait. Donc, une pensée qui serait une pensée qui actualise le monde, qui habiterait le monde, c'est une pensée dans laquelle nous serions dans le monde, comme au fond ces pirates qui inventent dans leur propre pratique sociale des nouvelles façons de faire du droit. Alors, pour faire un petit hommage à Pascal, je terminerai par une petite anecdote. Est-ce qu'il est possible donc de refonder le droit sur une ontologie qui serait peut-être celle de la peau? C'est une des images qui sont reproduites dans le livre de Merleau-Ponty, qui, bien évidemment, est un très très beau dessin d'une Naïde, une jeune femme qui est dessinée par Matisse, où là encore on voit bien que le trait marque l'émotion de la personne. Et entre la personne et la représentation, il y a l'identité, habiter le monde. Alors, petit détail personnel, je me suis penché il y a peu dans le cou d'une jeune femme qui d'ailleurs était blonde, et j'ai respiré son odeur. Vous savez ce que j'ai... Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'elle avait une odeur à la fois de sable, de blé chaud, de l'été. Surprenant, très surprenant. Et en fait, si vous voulez, cela m'a ramené à quoi? À mon enfance. À mon enfance où, je vous l'ai dit, je suis une famille de Corsaires, une enfance qui s'est passée donc, près de la plage, et à lire dans des maisons donc, de Corsaires. Et ça m'a rappelé une plage qu'on appelle la plage de Colette. C'est la plage du blé près de Saint-Cas, chez moi. La plage de Colette. Colette avait une enfin, les deux jumelles sont vraies, qui avait une maison qu'on voit en haut. Et en dessous, il y a la plage qu'on dit de Colette, car Colette a écrit la fois un roman, Le blé en herbe, et j'ai retrouvé l'édition que j'ai lue adolescent du blé en herbe, où on voit quoi? Tiens, un dessin, là encore, un dessin de femme, ça raconte quoi, le blé en herbe? Une rencontre d'un homme, d'un jeune homme et d'une jeune femme qui vont, au fond, se rencontrer sur cette plage et se rencontrer physiquement. Sont associés en moi cette rencontre physique, la blondeur. Pour moi, voilà, la peau blonde, peut-être sous les sourcils, cette plage est une personne. Et donc, j'ai proposé à cette personne
lirai nos rapports que je ne vous donnerai pas, car c'est ma liberté, mais c'est aussi une zone de création. J'ai créé moi-même, avec ce plein d'accord, l'article qui, au fond, régit nos rapports, et le fondement de cet article, et qui organise nos rapports politiques, c'est une plage de sable, qui, pour moi, évoque, bien sûr, la peau, ma peau, et la peau d'une femme. Alors, j'espère avoir été extrêmement politique ce soir. Merci beaucoup. Tenemos una interpretación durante muy reducida, ¿no? A propósito de Robinson, de crear un mundo paralelo al que había perdido una pequeña isla, pero las sugerencias, las sugestiones que me produce su intervención son absolutamente seductoras, ¿no? Bueno, pues continuamos. On peut peut-être faire une très légère pause de 5 à 10 minutes, de manière à changer la table. Parlez. We are talking just after coffee. Am I? Okay.